Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque chez vous. Délivrez-vous, une émission qui nous permet de déclarer la pensée sous son meilleur visage. Délivrez-vous pour célébrer la pensée complexe. Délivrez-vous pour célébrer le livre, la culture, l'intelligence. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, un invité particulier. Je reçois un poète, je reçois un homme de théâtre, je reçois un critique littéraire, je reçois un enseignant, mais que de casquettes pour un seul homme. Mais attention, place à la rubrique Temps Poème pour faire les choses en bonne et due forme. Plus que jamais, lire Georges Castera à cette émission a du sens. Toujours, je vous dis Castra. Et voici qu'aujourd'hui, je vous dis, attention, ce n'est pas Castra, c'est Castera ou Castera. Ça dépend de vos envies de prononciation. Mon invité a fait un travail académique, un travail universitaire sur Georges Castera. Je vais ouvrir donc ce temps poème avec Les tiges de Georges. Ce matin, les fleurs ont joué au dé sur le trottoir. À côté, il y avait du sang, les passants n'ont rien dit. Une poule folle est allée pondre sur l'oreiller. Il s'en est suivi alors un débat public à la radio sur l'avenir des enfants, la montée des prix, la guérilla en Amérique latine. Les jours passent, tous les actes délictueux insolites troublent ma phase d'intempérie. Et le poème devient un instrument de percussion du quotidien, un instrument de répercussion des jours sans festin ni destin, la pièce à conviction de procès à venir. J'ai parlé des fleurs comme on parle des morts, avec la gravité d'une voix chauve. Si vous croyez que je parle des fleurs, pourquoi frapper d'interdit l'aube cérébrale qui se lève, la poésie qui vous parle du bout des ongles? Mesdames et messieurs, Georges Castera, toujours à Délivrez-vous pour ce temps poème, l'encre est ma demeure. Place maintenant à la présentation biographique de mon invité du jour, Desrivières. Jean Durosier Desrivières est né le 16 septembre 1972 en banlieue de Port-au-Prince. Il détient un certificat en lettres modernes et classiques de l'École normale supérieure d'Haïti et est diplômé en littérature francophone et générale de l'Université des Antilles de la Guyane en Martinique. Il est également diplômé en études théâtrales de l'Université Lumière Lyon 2. Il a consacré des travaux de recherche à la poésie d'expression française de Georges Castera, poète engagé dont il a rédigé la préface du recueil Le Trou du Souffleur. Cet ouvrage a été récompensé du prix Carbet en 2006. Desrivières est l'auteur de poèmes en français et en créole, d'articles et de critiques littéraires publiés dans différents journaux, revues et magazines en Haïti et à l'étranger, notamment Conjonction, Orpheus, Bacchanal et Rive-Neuve Continent. Il a enseigné à la Martinique de 2001 à 2008. Et s'est intéressé à l'art scénique en tant que comédien amateur et animateur d'ateliers de théâtre éducatif entre 2004 et 2008. Il a conçu et animé 2 émissions de poésie et de musique intitulées Mélodies et Paroles et Caravane littéraire pour 2 stations de radio. Son texte Paroles en crue, nominé au 4e concours d'ETC Caraïbes, écriture théâtrale contemporaine en Caraïbes, a été mis en lecture à la 18e édition des soirées d'été en Lebron, où il était poète invité d'honneur en 2009, aux premières rencontres dramaturgiques de la Caraïbe à Fort-de-France, au Théâtre Comédie de Prague, à l'Université Radek Králové et au Théâtre du Rond-Point à Paris en 2010. Ce drame absurde oppose 2 personnages de classes sociales différentes qui se retrouvent en huis clos externe face à la menace d'une inondation. Il pose les questions de la relation à l'autre, à la vie, à la mort et à l'environnement. Cette pièce fait l'objet du dernier travail universitaire de Desrivières, détenteur d'un master en études théâtrales à l'Université Lumière Lyon 2,
entre 2008 et 2010. Après avoir vécu 9 ans à la Martinique entre 1999 et 2008, Jean Durosier des Rivières retourne en Haïti en 2009. Il y a survécu de justesse au tremblement de terre du 12 janvier 2010. En plus de participer à plusieurs rendez-vous culturels et universitaires, résidences d'écriture, salons littéraires, festivals, colloques et spectacles vivants en Europe et dans la Caraïbe, Jean Durosier des Rivières a également été écrivain en résidence au sein de diverses institutions littéraires. Il est l'auteur de pièces de théâtre et co-auteur de 2 volumes de dictionnaire des écrivains francophones classiques. Il alimente régulièrement des sites web, particulièrement Potomitan et Montrail Créole, par des entretiens, des textes théoriques et littéraires. Attaché à l'Académie de Martinique, il continue à enseigner les lettres, à travailler sur des projets culturels et à écrire. Le plaisir de ce passeur de poésie, membre fondateur de la revue L'Incertain, revue de création littéraire et critique, se décèle aussi à travers ses divers ateliers d'écriture qui révèlent toujours de jeunes lecteurs et créateurs, apprentis poètes et écrivains en devenir. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Il dansait seul dans sa tête. Bien avant l'arrivée de sa parole, il dansait seul. Seul il dansait. Une danse sans musique, sans une once de parole, sans aucune note, aucune mélodie, il dansait. Puis, elle est arrivée comme ça, la parole. Elle est arrivée dans sa tête comme ça. Elle est arrivée en plein milieu de sa danse dans sa tête. Elle est arrivée comme ça, brusquement. Jean Durosier des Rivières, bienvenue à Délivrez-vous. Bienvenue, merci de me recevoir. La jupe de la rue J. Lecoeur. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Ah, la jupe de la rue J. Lecoeur. Oui, une question de jupe. Il faut se méfier des questions de jupe. C'est une histoire, eh bien, c'est une histoire, c'est un récit théâtral, on va dire. Et il y a un sous-titre quand même, il faut en parler. Théâtre comme audience d'un petit roman. Alors l'idée de ce récit théâtral est assez particulier et ça m'est venu un jour dans une rue de Paris. Je revenais d'une résidence et il y a l'image ou le mirage d'une jupe qui dansait dans ma tête et qui a fait valser ma mémoire. Ouais. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire une histoire autour de ça, mais comme tu peux le comprendre, on n'écrit pas un livre avec une idée. Il y a une idée première qui surgit et puis après, suivre d'autres idées où on va chercher les autres idées pour construire un univers, Absolument. Pour construire une œuvre. Donc, c'est l'histoire d'un écrivain, finalement, qui erre dans les rues de Paris, un écrivain un peu désabusé et qui finit par faire face à l'image ou le mirage, comme je viens de le dire, d'une jupe, et tout ça va le faire basculer dans sa mémoire. Donc, s'y mêle à la fois, c'est de la poésie, on a un peu d'histoire, on a de l'actualité politique. C'est ce que j'allais te dire, Jean Durosier. On sent qu'il y a une implosion des genres littéraires dans ce récit théâtral. Nous sommes dans beaucoup de choses en même temps. Nous sommes dans le monologue, nous sommes dans le théâtre, nous sommes dans la poésie, nous sommes dans l'audience. Oui, dans l'audience au sens haïtien. Alors, c'est écrit en français, audience, mais derrière, il faut entendre l'audience, comme on ne cesse de le dire depuis quelques années. C'est une écriture expérimentale, c'est une première tentative qui s'inscrit dans un type de théâtre que j'essaie d'écrire, que j'appelle le théâtre audience. Parce que j'ai longtemps écouté les audiences, particulièrement de Maurice Sixto, bon, Jean-Claude Martineau aussi. Mais à chaque fois que j'écoutais Maurice Sixto à la radio, j'avais cette envie de voir sur les planches
les personnages, tous ces personnages qu'il joue par la voix. Parce qu'il est à la fois metteur en scène et en même temps comédien, acteur. Il y a l'idée d'une sorte de pantomime quand on écoute Maurice Sixto. Et moi, j'avais envie de faire un théâtre, d'écrire un théâtre qui rend compte de ça. Et dans cette première tentative, dans cette écriture expérimentale, ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse toujours, c'est l'audience en procès. C'est-à-dire, c'est de m'interroger sur le comment, sur la manière dont l'audienceur recueille son histoire. Par exemple, dans ce livre, tu verras, on a l'impression qu'il y a deux personnages, l'audienceur et l'écrivain. On aurait dit qu'il y a un dialogue, mais il n'y a pas de dialogue en somme. C'est l'audienceur qui est à l'écoute de l'écrivain, qui recueille l'histoire de l'écrivain et qui livre au lecteur ou au spectateur, si ça doit se mettre en scène, qui livre des bribes de cette histoire qu'il recueille et qui donne l'atmosphère, qui crée cette atmosphère. Donc, on est vraiment dans les coulisses avec l'audienceur avant même que l'audience soit née, si vous voulez. C'est un petit peu ça. Ce n'est point une confession de douche. J'ai conscience pleine de ce que j'ai vécu en ce laps de temps, ce très court laps de temps. J'ai conscience, moi, revenant de la rue Saint-André-des-Arts, moi, qui m'engouffre dans cette courte petite rue, cette petite rue empêchée par le quai des Grands Augustins pour qu'elle n'aille se mettre en scène. J'en ai conscience, moi, et j'ai nulle envie d'évoquer ici le moment qui précède ce laps de temps, ce moment dans ce bistrot logé au bec des rues Danton et Sugère où le Doberman du bar s'entêtait à me suggérer d'aller voir ailleurs. Les lèvres du Doberman, il fallait les voir, ces lèvres grasses et drôles et épaisses, drôle de cerbère ce Doberman devant ce bar, et dire que ce bar portait le nom d'un saint. Est-ce André ou Michel? Nous sommes dans la parole de l'écrivain. C'est un écrivain qui érige des unités de sens, qui déborde le langage commun. Est-ce que ça rentre en résonance avec ta vision du fait littéraire ou dans ce que tu appelles une écriture expérimentale, Jean Durosier? Oui, c'est tout à fait, parce que c'est très kaléidoscopique l'écriture, et aussi ça correspond, c'est une écriture qui correspond à une pratique que les gens, certains ont tendance à oublier, mais bon, sauf des écrivains qui connaissent cette génération, la génération beatniks. Je ne sais pas si à un moment tu vois dans cette œuvre, je cite l'écrivain, il est attaché quand même à un poète qui est Allen Ginsberg, et il cite ce long poème d'Allen Ginsberg, Song. Et dans la pratique des poètes beatniks, de la Beat Generation, il y a ce qu'on appelle le cut-up, le principe du cut-up. C'est-à-dire l'idée qui consiste donc à réunir, c'est un système de collage, on va dire. Donc, on a l'impression que ce texte est écrit dans un certain désordre. Ce sont des bribes de paroles de l'écrivain, des bribes de paroles de l'audienceur, et aussi des passages en italique que j'appelle des ambiances. Et très poétique, donc on est à la limite de la poésie, du théâtre et du récit, etc. Mais Jean, comme tu es un ancien professeur, je vais te demander de définir pour un adolescent de 16 ans ce qu'est une écriture expérimentale. Un gamin de 16 ans qui regarde cette émission. Une écriture expérimentale, c'est-à-dire, on vient de le dire d'une certaine manière, c'est-à-dire on ne sait pas où l'on va. On ne sait pas où l'on va, c'est-à-dire on est à la frontière de plusieurs genres, et il y a une certaine liberté qu'on se donne, l'écrivain se donne. Il se dit, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, je suis le coup de mon imagination. C'est comme une écriture qui s'autodétermine. Qui s'autodétermine. C'est peut-être prétentieux de le dire. En écrivant, on se dit, bon, ça n'a jamais été fait avant. C'est quelque chose d'original, de particulier. C'est-à-dire quelqu'un qui prendrait le livre, il se dit, mais j'ai affaire à quoi? Je ne sais pas à quoi j'ai affaire. Donc, c'est l'expérience, c'est-à-dire on est dans une sorte de laboratoire. C'est comme si on était dans le laboratoire, l'écrivain je ne dirais pas dans sa tour d'ivoire, mais devant sa table d'écriture, devant son ordinateur, son PC. Donc, c'est une tentative de sortir l'écriture de ses habitus. Il propose quelque chose qui n'est pas habituel, qui casse l'habitude de lecture du lecteur. Et là, tu serais prêt à parler de réaménagement linguistique? Tout à fait. Tout à fait. Les signes, donc, on est libre avec les signes, on se permet cette liberté-là et de détourner, de pervertir les sens, c'est des une bonne mots. formule, Pervertir les sens des mots. Oui, on revient à Barthes un peu, la littérature, la littérature comme je la conçois, ce n'est que perversion des sens, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire et le sens des mots, l'essence des mots, mais aussi
quelque chose qui est de l'ordre du sensuel. C'est-à-dire là, quand on lit, je veux que le lecteur, j'aimerais que le lecteur puisse sentir toutes les sensations, tout feeling, toute ambiance, toute atmosphère, personnage-là. Donc on sent cette mélancolie, on sent cette difficulté à communiquer à l'autre, ce malaise de l'écrivain. Tout se sent, tout se sent. Cette haine de la ville, cette rage, etc. Jean, pourtant, si, je le comprends trop bien mon fabuleux personnage. Mesdames et messieurs, vous qui lisez cette histoire, aussi étrange que décousue, dans le bus ou le métro, dans le lit ou dans la rue, vous qui l'écoutez dans un salon mondain, crasseux, ou un salon de haut rang, ou dans un grand théâtre, ou un petit théâtre, militant, subventionné ou non, vous qui la vivez cette histoire, en direct live dans votre vie quotidienne de rien du tout, la scène de la vie réelle qui est, comme tu le dis si bien Ami Léon, le seul vrai théâtre, un fabuleux personnage, extravagant, très extravagant, singulièrement extravagant. Quelqu'un a écouté dans un moment d'écoute absolu. Là, nous sommes vraiment dans la mesure aussi, Jean Durosier. On sent que tu joues de la musique aussi là. Oui, quand tu reprends les formules extravagantes, très extravagantes, on sent que tu es comme un maestro. Est-ce que pour toi, l'écriture expérimentale, c'est mener une tirade musicale? Mon écriture est très musicale. J'essaie en tout cas d'impulser cet élément-là, d'inscrire cet élément, de faire fusionner la musique à l'écriture. Et je pense que l'écriture, s'il y a un art qui se rapproche de l'art littéraire, c'est bien la musique. C'est la musique. Et j'aime la musique et je crois qu'il y a un ami musicien qui m'a appris. Je ne suis pas instrumentiste, je papote sur mon piano, mais je crois qu'il y a un ami un musicien qui m'a appris que être musicien, c'est aimer d'abord la musique. Et à plusieurs reprises, mes textes ont été lus un peu ailleurs, donc on attirait souvent mon attention sur cette dimension-là. Mais il y a un aspect, je ne sais pas si dans ce que tu as lu, et après, il y a un passage qui l'explique, pour revenir à cette idée d'écriture expérimentale, il y a aussi cette idée d'incommunicabilité. On a l'impression qui n'est qu'apparent. On a l'impression que ce qui est écrit, ce qui est dit, cet écrit, ce récit est incommunicable. Et l'écrivain le dit. Et je suis le seul à comprendre. Personne ne peut comprendre. Et l'audience est à l'écoute. Et ça, en même temps, ça rejoint une part de la littérature. La littérature est essentiellement, je parle d'un point de vue purement esthétique, la vraie, la haute, il y a une dimension incommunicable. Oui. Il y a l'incommunication de tout ça, c'est-à-dire parce que dans c'est le toujours le sens où- second degré. Parce qu'on est toujours au second degré, il faut percer. Ouais, mais tu n'es pas dans le sens où l'écrivain serait presque dans une impasse de la signification, où ce qu'il a comme intentionnalité, il n'arrive jamais vraiment à mettre ça sur papier. Quand tu parles d'incommunicatibilité, est-ce que c'est cela que tu veux dire ou tu es dans un autre aspect de la question? Il y a peut-être un peu de ça, mais il y a aussi le fait qu'il y a tellement de couches, tellement de couches de mots, tellement de couches de sens, de strates, et même quand ça paraît clair, et quand on relit, on découvre autre chose. C'est comme un tableau. Quand on regarde un tableau, on a compris ça, on a vu ça, et quand on revient Donc vers le le fait tableau... littéraire nous échappe tout le temps. Mais le mot extravagant qui est là, extravagant, très extravagant, est-ce que pour toi, il n'y a de littérature que dans l'extravagance? Je pense qu'il faut l'être un peu extravagant pour être un littéraire. Avec ta casquette, là, ta barbichette. On est dans la représentation, mon vieux. On est dans le monde de la représentation. Qu'on s'affiche sur scène, sur les planches ou pas, qu'on reste chez soi, où on écrit. Moi, quand je lis un Kundera que j'ai mis du temps à connaître personnellement, et moi, j'essaie d'imaginer Kundera. Je sais qu'il se met déjà en scène dans son écriture. Mais sacré Kundera, voici un écrivain que tu aimes. Quand j'ai été te voir en Martinique, et tu me racontais que tu as présenté Kundera à des adolescents, quoi. Et que tes collègues professeurs t'ont dit, mais ils ne vont rien comprendre à Kundera. Non, écoute, attends, vous savez, on peut penser ce qu'on veut. Quand je dis l'incommunicabilité, on n'est pas en train de parler de quelque chose d'hermétiquement fermé, impossible un mystère impossible de percer. Non, pas. Puis en parlant de Kundera, il a une phrase là que j'adore tellement, Jean. Il dit, l'esprit du roman est l'esprit de la complexité.
Chaque roman dit au lecteur que les choses sont plus compliquées qu'elles ne le paraissent. Mais rien n'est simple. Si quelqu'un pense que écrire c'est simple, on met 2-3 lignes, qu'on aligne 2-3 phrases, et puis, je ne sais pas, rien n'est simple dans l'écriture. Tout est pas compliqué, tout est complexe. Rien n'est simple dans l'écriture, tout est complexe. Mesdames et messieurs, vous suivez Des Livres et vous avez fait un bon choix. Il s'appelle Jean Durosier Desrivières. Il est poète, dramaturge, critique littéraire, enseignant. Respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Des Livres et vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. L'audienceur, ça gicle sur l'écran. Personne ne le voit, mais ça gicle de tout son flot. Tout le rouge du printemps de la Révolution finissant là-bas gicle sur l'écran. Tout le rouge, des formes fuyantes courant dans tous les sens. Une forme filiforme, à peine visible derrière un rideau de fumée et de nuées fines. On suppose des taches de rouge sur le sol et sur l'écran, les 2 écrans du bar, tous bombardés de rouge. Elle file vite les formes humaines que l'on repère à travers les images tremblantes des forfaits du dictateur. Le dictateur succède à un autre dictateur. Une brève sur un autre dictateur. Des images prises à la va-vite sous le pilonnement des lieux, sous l'ordre du dictateur. Puis le dictateur apparaît, une belle gueule le dictateur. Il fait de l'effet le dictateur. L'image du dictateur entrecoupée de la course tremblante aux images de ses forfaits. Puis on revient à sa gueule. On revient toujours à sa gueule le dictateur. Hein Jean, toujours à sa gueule. De quel dictateur parles-tu ici? C'est intéressant, pour revenir à cette idée d'écriture expérimentale, parce que, en somme, c'est un tout petit livre, une petite plaquette, on peut voir, mais quand j'écrivais ça, l'idée, c'était de mettre quasiment beaucoup de choses dedans qui sont de l'ordre à la fois le monde extérieur et le monde intérieur. C'est-à-dire, vous voyez, il y a à la fois un monde affectif, qui est mon monde intérieur à moi, parce que, qu'on le veuille ou non, dans toute écriture, il y a une part d'autobiographie, même quand le jeu n'apparaît pas de façon explicite. Donc, j'avais envie de mettre l'actualité politique, sociale, et aussi comment, moi, le rapport de l'écrivain avec cette actualité-là. Et pour moi, en parlant, on peut rapidement, un lecteur fin peut rapidement déceler de quel dictateur on parle. Là, on voit bien Bachar al-Assad, on parle de la révolution du printemps arabe, mais qu'on peut aussi superposer. Il y a d'autres images de dictateurs qu'on peut retrouver à travers cette image. Tu es dans un profil type du dictateur. Et ça continue, Jean. Tu dis, pas très belle gueule finalement, la gueule du dictateur. Une gueule de timide, une gueule de boucher naturellement, une gueule de boucher timide, de boucher top modèle, le dictateur. Ça m'a fait penser, quand il est timide, à Papa Doc, moi. Si. Quand il est top modèle, ça me fait penser à Baby Doc. Tout à fait. Dans le même énoncé, tu arrives à saisir 2 dictateurs. La littérature permet ça. La littérature permet de mettre, comment dire, de présenter un portrait qui est un portrait universel de cet tortionnaire, de ce dictateur. Et donc, c'est Bachar, certes, que je décris, mais dans tout ce que je dis, on peut renvoyer à Baby Doc. Et d'autant plus loin, on va retrouver Baby Doc qui revient dans la mémoire affective de l'écrivain. Oui, carrément. On revoit Baby Doc, certes, et qu'on peut deviner. Et aussi sa femme en tailleur, les femmes qui sont toujours quand même soit devant, soit derrière, soit mises en avant. Ouais. Et il est question aussi de femmes. Et voilà, dans cette flopée de femmes, de jupes qui remontent à la surface,
qui sort de l'inconscient de l'écrivain. Et voilà qu'arrive la femme du dictateur, donc toujours là pour emmerder le monde. Absolument. Donc, et comme les dictateurs ne sont pas en amour avec la parole, dans le profil type du dictateur que j'ai là, tu dis, il est complètement bouché le boucher, fermé au monde. Il a déjà tout tranché le boucher. Le présentateur ne dit pas ça. Il ne peut pas dire tout ça. Tout ça, ça se voit vite. Ça doit pouvoir se voir vite. Point de cadavre, point de corps, point d'image de ça. Ça ne se montre pas, ça ne se voit pas. Les chiffres suffisent. Des chiffres mous et lourds, comme nous. Assez lyriques aussi les chiffres. Ils se suffisent à eux-mêmes et suffisent à tout le monde les chiffres. Il y a les chiffres, mais aussi la mémise du dictateur sur les canaux d'expression. Oui, pas que le dictateur. Il y a deux champs là. On est dans un champ aussi occidental. Quand je dis occidental, pas forcément les pays occidentaux, des pays occidentalisés. Donc il y a une sorte de critique aussi des médias par rapport au traitement de l'information, par rapport à la manière de nous présenter le monde, à ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe dans cette dictature aussi, et aussi de l'insensibilité. Vous voyez, à un moment, on est dans un bar, on est dans une ambiance de bar, et on a les écrans où ces images défilent, où les nouvelles à l'instant, comment dire, vous savez comment ça se passe maintenant, et comment dire, ces émissions télé qui ne s'arrêtent pas, l'info en continu. Oui, l'info en continu. On a l'info en continu, mais on n'a pas le temps d'analyser ces informations. On n'a pas le temps de prendre de la distance par rapport à ces informations. Et donc, il y a une sorte si tu veux, de confrontation entre ces deux images, ces deux mondes, ces deux états d'esprit. Ils boivent leur bière. On leur présente tout de suite la publicité pour oublier. Donc cette vélocité dans la transmission de l'information participe d'un autre projet politique pour que les gens n'aient pas accès à l'information. Voilà. En fait, surinformer, c'est la meilleure façon de ne pas informer. Tout à fait. Tu l'as bien dit, tu l'as bien compris. Mais l'audienceur est là. Toi, mon pote, t'es musicien ou écrivain, dit-il? Il t'agace. J'en connais plein des comme toi, ça parle peu, dit-il. Il t'énerve. Ton enveloppe, c'est des partitions ou des manuscrits dedans, demande-t-il. Tu te tais. Ton enveloppe, tu réponds oui ou merde. Tu bouillonnes. Il paraît que tous les parigots jouent à l'artiste. Peintre, musicien, écrivain, pantin. Alors ton enveloppe, tu me réponds oui ou merde. Des manuscrits, tu m'entends, des manuscrits, oui et merde. Et maintenant, tu vas me lâcher? Il y a un long silence maintenant. Oui, et là, l'écrivain fait face... alors, tu dis l'audienceur, et c'est bien, parce que l'audienceur, en somme, c'est un autre personnage. On a l'écrivain, certes, c'est l'audienceur qui parle, mais l'audienceur joue un autre personnage qui rencontre l'écrivain. Donc, ça veut dire c'est ce qu'on appelle un partenaire de bar, un partenaire de bistrot, qui emmerde son partenaire, qui est là, qui pratique une sorte de mutisme énervant, qui le saoule. Il veut entamer un dialogue, et le dialogue est impossible parce que l'écrivain, il est dans son monde, il est dans sa tête, il est dans son univers, dans son intériorité. Et là, l'audience pointe un profil aussi, Jean. Oui. Ces gens-là qui jouent à l'artiste. Qui jouent à l'artiste, oui, et donc qui ne sont pas compris par les autres. Je ne sais pas s'ils jouent à l'artiste, peut-être qu'il y en a qui jouent à l'artiste, mais dans ce cas-là, on a un vrai écrivain qui est confronté à un personnage qui peut-être fait la lumière sur ceux qui jouent à l'artiste, mais qui est face vraiment à un véritable écrivain contrarié, qui a mal dans sa peau, qui vit son mal-être. Alors, comme on parle du profil d'artiste, Jean, dis pour moi maintenant à une jeune fille de 20 ans qui regarde cette émission, qu'est-ce qu'il faut comme déjà là pour être artiste? Pour être artiste, c'est une question complexe, compliquée, même compliquée. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut d'abord une sensibilité, je crois. D'abord une sensibilité? Il faut d'abord une sensibilité. Et puis après, il faut, comment je dirais ça, il ne faut pas avoir peur de faire ce qu'on a envie de faire. Si tu as envie de faire de la musique, il faut y aller, il ne faut pas écouter à droite, à gauche ce que peuvent dire les amis, etc. Parce que moi, comment te dire ça? Moi, je crois que j'ai grandi dans un pays, tu as sans doute connu ça, on sait bien qu'on a des amis, qu'on décourageait à jouer à faire de la musique parce que ça ne rapporte pas. On est dans un pays, tout doit rapporter, c'est-à-dire de nous sommes dans une dictature de la rentabilité. Donc la littérature, moi, dans ma famille, il n'y a pas grand monde qui comprend ce que je fais. Ouais, et ça, c'est dommage. Tu sais, Jean,
Je suis malheureusement dans la génération 2.0. C'est une génération qui met des statuts WhatsApp. J'ai pris une phrase dans la rubrique Le Cœur que j'ai vraiment placée sur mon statut WhatsApp. Quand tu mets « être dans la lune », c'est être cinglé. Il faut laisser ça à Pierrot. Moi, je trouve qu'il faut de l'humour aussi dans une démarche d'écriture. Moi, j'ai adoré. Tu vois ça, ouais. Oui, il faut laisser la lune à Pierrot. En même temps qu'il y a de l'humour, c'est un humour exigeant. Il faut connaître la chanson. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Aussi, tout à fait, tout à fait. Ça fait une exigence quand même. Mais autant que tu fais rire, tu descends un petit peu plus bas, tu dis, tu vas nous causer oui ou merde. Tu ne veux pas nous parler de tes manuscrits saignants. Il faut que ça saigne. Il faut que ça saigne. Il faut que ça saigne. Saigne, mec. Et ça, c'est encore une référence à un morceau de rap. Il faut que ça saigne. Je ne me rappelle plus que... Je sais que je l'ai dans la tête. La mémoire est telle qu'elle est. Et puis, à un moment, j'avais besoin de faire revivre cette phrase avec ce personnage qui n'arrête pas de harceler l'écrivain. Et il y a plusieurs petites critiques comme ça dans ce petit bouquin. Donc ça, c'est une critique. C'est peut-être une manière aussi d'attirer l'attention sur un type d'écrivain actuel. Ouais. Vous avez des écrivains qui refusent de saigner. En tout cas, d'ébranler le lecteur, qui refuse d'ébranler le lecteur. Ouais. Mais lui, il attire l'attention de l'écrivain aussi sur le fait qu'il faut écrire du cru. Il faut cette littérature un peu nunuche, voilà, on parle de choses simples, du bonheur, du une littérature de bisounours, quoi. Donc, il lui dit, mais non, il faut arrêter. Et cette histoire de pure inspiration, ça n'existe pas. C'est ce que lui raconte le mec du bar, qui est un peu complètement éméché, mais qui dit en même temps une vérité. Donc, il y a deux personnages assez souvent dans la vie qui disent des vérités parfois qui leur échappent. C'est le fou et l'homme sous. Le fou et le soulard, je ne sais pas, ça leur arrive assez souvent de sortir des vérités qui nous ébranlent. Et là, il lui dit une vérité. Voilà, il faut que ça saigne. Remettre en question, mon pote. The weight of the world is love. Under the burden of solitude. Under the burden of dissatisfaction. The weight we carry is love. No rest without love, no sleep without dreams of love. Be mad or chill. Oh, ben, tu sais, mon anglais, il est ce qu'il est. Mais tu as senti ce besoin de mettre de l'anglais. L'anglais, c'est accaparer de ta langue, de ta plume. Il fallait mettre Allen Ginsberg en anglais. Oui, le mettre en anglais. Bon, j'ai donné quand même la traduction. C'était important pour l'imaginaire, pour qu'on comprenne l'imaginaire de l'écrivain, qu'on comprenne la culture de l'écrivain. C'est-à-dire, en même temps, c'est un écrivain... Tout en vivant ce mal-être, quand même, c'est un écrivain qui a une certaine ouverture sur le monde. C'est bien que tu dises ça aux jeunes qui veulent écrire. Oui, qui dialogue avec les autres écrivains et qui parle d'autres langues. Donc, il y a une sorte d'absence de complexe chez cet écrivain qui entend les autres langues. Donc, c'est important pour moi qu'il y ait ce croisement linguistique, ce croisement langagier, et qu'on comprenne que... Un écrivain a dans sa langue plusieurs langues. Voilà, et dans sa langue plusieurs langues, oui, c'est bien dit. Mais la traduction, le poids du monde, c'est l'amour, sous le fardeau de la solitude, sous le fardeau du mécontentement. Le poids que nous portons, c'est l'amour. Oui. L'amour, tu dirais ça à Alphonse qui réalise cette émission, tu dirais ça à Emmanuel qui nous filme. Le poids, l'amour est un poids. Oui, ce n'est pas un poids au sens que ce serait un fardeau. Quand on aime, on est responsable. On est responsable de celui qu'on aime ou de celle qu'on aime ou de ceux qu'on aime. Oui. Mais qu'est-ce qui est mieux, Jean? D'aimer une seule personne ou d'aimer plusieurs personnes en même temps? Il y a assez de place dans le cœur pour tout le monde. Je crois que c'est Baudelaire qui disait « Le plus grand prostitué, c'est Dieu, parce qu'il aime tout le monde. » Le plus grand prostitué, c'est Dieu. Mesdames et messieurs, vous suivez Des Livres et vous êtes sur la télévision Caraïbe. Jean Durozier des Rivières est en forme, il a du peps. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe
que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. L'audienceur. Et le tableau se décompose vite, très vite, puis se recompose lentement. Tu descends dans la pénombre du soir, ce long et plat escalier serpentant jusqu'au rez-de-chaussée de la petite école. Elle t'attend en bas, elle t'attend là, pas loin du pied de l'escalier, près du couloir menant vers les latrines de la petite école, par où vous passez couramment tous les deux, tous les jours, avant de traverser le petit jardin et la grande cour pour aller chacun chez soi, tous les deux. Et te voici en face d'elle, étonné. « Que fais-tu là » dit-il. « Je t'attendais, petit con. »« Pourquoi » dit-il. « Tu ne devines pas, petit con ?»« Mais non, dit-il. »« Ah, eh bien pour ça, fit-elle. » Lui empoignant la nuque de sa main gauche, elle attire subitement ses lèvres vers ses lèvres, introduit naturellement sa langue dans sa bouche et elle lui saisit en même temps et vivement sa main gauche de sa main droite qu'elle présente à la scène frémissante et nue de son petit sexe sous sa stricte mini-jupe en dentelle totalement trempée. Elle, 13 ans, lui, 16 ans. Mais là où la musique devient intéressante, Jean, mais c'est elle l'experte qui a 13 ans. L'experte, c'est elle, malgré elle, qui mène l'affaire, qui prend sa langue, qui la titille et la manœuvre, tout en manœuvrant sa main sous ses dentelles, puis s'arrête brusquement. Elle s'arrête, le regarde. Lui, le regard vide dans ses yeux lucides et ardents, perdu, sa pensée à lui dans sa langue, les latrines, le baiser mouillé et foxé, l'odeur, la main, le sexe, le premier baiser, la jupe mouillée, les latrines, elle, son sourire, son petit rire en éclats, sa course folle et brusque, sans crier gare. Lui, les latrines, la pisse dans sa pensée, point d'odeur, la main au visage, le sel du sexe au nez, la jupe qui s'en va, la jupe qui s'en va, dans le rire en éclats continu. La jupe, dit-il, c'est elle, la jupe. C'est elle, la jupe, Jean. Est-ce un rêve, mais quoi qu'il en soit, on est là dans ce qu'on appelle la mémoire affective. Et ce qui est évoqué ici, c'est les mois du premier baiser de l'écrivain. Carrément, quoi. Est-ce vrai? Est-ce une réalité inscrite dans l'histoire? Non, mais ton premier baiser s'est passé comme ça. Je n'en sais rien. J'imagine que ta femme va regarder cette émission. Je n'en sais rien. Genre, vraiment, elle avait 13 ans, tu avais 16 ans. Ça s'est passé comme ça, sais quoi. Rien. Ça, c'est de l'écriture. C'était elle l'experte. Mais ça arrive à un homme. J'adore tes esquives. Ça arrive à un homme de rencontrer des experts plus jeunes que lui. Oui. Est-ce que tu penses que très souvent, c'est toujours les femmes les expertes, le plus souvent? Ah, j'en sais rien. Est-ce que ça existe déjà, l'expert? Ça, c'est l'écrivain qui le dit. On n'en sait rien. Est-ce que pour de vrai, il existerait... Je ne sais pas s'il faut être expert dans cette affaire-là. Ouais. Existerait-il une expertise du lit? Comme on a des experts pour tout maintenant, est-ce qu'on aurait cette catégorie d'experts? En tout cas, tout est possible dans la littérature, c'est ce qui est bien. Ouais. La littérature rend possible même l'impossible. Et c'est un lieu de fantasme extraordinaire. Ouais. Et tu mélanges de reconstruction. Aussi... Oui, toujours. On se reconstruit à travers l'écriture. Toujours. Hein. Le vécu, quand il est en littérature, ça devient toujours un autre vécu. Ouais. Mais... Et puis on est aussi on est ce qu'on a vécu, on est aussi ce qu'on a rêvé, ce qu'on a raté. Ouais, parce que la littérature permet de s'inventer une vie aussi. Aussi. Est-ce pour cette raison-là que les gens qui regardent cette émission ont intérêt à lire, Jean? Parce que la littérature permet de s'inventer une vie qu'on n'a pas. La littérature nourrit. Il n'y a pas que... ça nourrit l'imaginaire, ça nourrit l'esprit. Il n'y a pas que le ventre et le bas-ventre, que la nourriture qu'on achète au marché, au supermarché, je ne sais pas. Ça aussi, c'est la vie. Et moi, ça m'a sauvé, moi, en tout cas. Ouais. La littérature t'a sauvé? Je crois, oui. De quoi?
de la laideur de la vie déjà, de la laideur du monde, de plein de choses, des bêtises du monde, même s'il y a des œuvres aussi qui prônent de la bêtise, mais bon. Mais de façon générale, je crois que ça m'a permis de trouver un chemin qui est autre que celle de l'absurde, du non-sens. Ouais. Et celui qui ne lit pas Jean Durozier des Rivières, il passe à côté de quoi? C'est un arbre sec qui ne le sait pas. Ouais. Ça, c'est bien hein, pour beaucoup d'adolescents qui n'aiment pas lire. Vous êtes des arbres secs et vous ne le savez même pas. Et qu'est-ce que c'est triste hein? On revient à l'écrivain. L'écrivain qui dit « Oui, je me suis résolu enfin à demander mon chemin à cette jeune femme qui ne suivait point la mode de saison. Elle s'est arrêtée gentiment. Elle était pressée pourtant. À croire que les gens n'ont rien de pressé nécessairement, rien d'urgent à régler réellement dans cette ville. Il n'y a rien qui presse, rien ne presse. Il faut simplement se donner un air. C'est aussi une mode, se donner un air pressé, se donner l'air pressé comme les autres. » Tu penses que dans les villes occidentales et occidentalisées, à New York, à Paris, et tu sais, ces grandes mégapoles, à Port-au-Prince, certaines fois, les gens rentrent dans des modes qui ne correspondent pas à leur chimie intérieure. Non. Oui, ils sont dans l'urgence de vivre. Par exemple, ici à Port-au-Prince, c'est différent. Les gens sont vraiment dans l'urgence de vivre. Donc, d'où une vitesse qui peut parfois s'expliquer. Mais après, dans les grandes villes, ce sont des villes qui ont déjà perdu, d'une certaine manière, leur âme. Et les gens, bon, il faut qu'ils s'inscrivent dans quelque chose qui est je dirais, dans l'air du temps. Donc, il faut donner l'impression, bon, ouais, qu'on est pressé, qu'on fait quelque chose de très important. On est important parce qu'on est. Oui, voilà. Jean, dans ce registre-là. Et il y a, si tu veux, on va appeler ça un privilège, et dont tu as beaucoup joui comme écrivain. Tu as fait beaucoup de résidences d'écriture. Mais il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission qui ne savent pas ce que ça veut dire, une résidence d'écriture. Peux-tu expliquer à mon public, toi qui en as fait plein un peu partout dans le monde, en Europe, un peu partout en Amérique, qu'est-ce qu'une résidence d'écriture? Une résidence d'écriture, c'est simple. Vous savez, quand on est chez soi, bon, on est dans le train-train du quotidien, on n'a pas vraiment, comment dire, on peut consacrer un petit peu de temps à l'écriture, mais il y a d'autres choses qui prennent notre temps. Et donc, une résidence, d'abord, le principe, c'est un lieu, un espace qu'on vous ouvre où vous pouvez être tranquille pour pouvoir écrire. Il n'y a personne qui vient vous déranger, vous embêter. Donc, il y a des conditions, on va dire, optimales à peu près, pour que vous soyez tranquille avec vous-même, avec ce que vous savez faire, avec votre métier. Ça, c'est une première chose. Alors, il y a des résidences, des lieux qui vous reçoivent gratuitement. Il y a des lieux même on peut payer. Mais il y a des lieux prestigieux, assez prestigieux, des institutions qui vous reçoivent en plus de vous ouvrir leurs portes. Donc vous avez un espace où vous pouvez même recevoir des amis. Il y a des résidences où j'ai fait, je reçois des amis, ils dorment avec moi, etc. Mais parfois, vous pouvez même recevoir ce qu'on appelle une bourse d'écriture. Il y a des résidences qui sont accompagnées d'une bourse d'écriture. C'est une sorte d'indemnité, si vous voulez, de primes, de salaire, ouais, entre guillemets, pour parler. Il y a des résidences au sein desquelles on donne à l'écrivain au fait, une bourse, au fait. Donc 1000, 2000 euros, 3000 euros. Oui, il est nourri, il est logé, il a 3000 euros en plus. Voilà. Là, c'est quand même pas mal d'écrire, hein. Une résidence d'écriture. Je voulais que un écrivain, ce que les jeunes doivent savoir, un écrivain ne vit pas uniquement de ses droits d'auteur, à partir d'un, je ne sais pas, d'une certaine notoriété, même pas, en tout cas, à partir du moment que certaines institutions reconnaissent les valeurs un petit peu de cet écrivain. Donc, il peut être appelé pour des interventions, ma foi, diverses, soit dans des écoles. Je pense qu'ici, en Haïti, on le fait. Il y a pas mal d'écrivains qui le font. Oui, mais qui font des tournées dans les écoles. Gratuitement, mais bon, dans des pays comme en France, bon, c'est bien réglementé. Donc, il y a une prime, un cachet pour ces genres d'interventions. Au moins là, ça c'est dit, les gens savent ce qu'est une résidence d'écriture. Mais ça n'a jamais été mon obsession, cette affaire-là. C'est loin d'être mon affaire, cette affaire-là. C'est loin d'être mon obsession. Je ne bande point pour ça. Bander pour ça, moi, non. Je ne bande que pour écrire, moi. Que pour écrire. Écrire, écrire, écrire et mort aux fesses.
Alors l'agent, je me demande si c'est vrai. C'est une bande que pour écrire. Mais tu peux, et mort il aux faut fesses. poser la question. Non, je parle à l'écrivain, mais comme tu le connais un petit peu. Du coup, j'imagine qu'il y a des liens de proximité entre vous. Tu l'as déjà croisé. Je pense qu'il y a des moments qu'on a envie de dire mort aux fesses. Ce n'est que passager. Il y a des moments où on est vraiment ancré dans son activité d'écriture, dans ce mode de l'imaginaire où le contact avec l'autre, la sexualité, ça ne vous dit rien. Écrire, c'est... Je reviens encore à Baudelaire. Tu sais, quand on écrit, à ce moment-là, on a l'impression d'être habité par une force qui t'invite à monter. Hein, c'est peut-être cette force qu'on une élévation Dieu, de l'âme, carrément. Hein. Et à chaque fois qu'on va vers les bas-fonds, vers les fesses, comme on le dit, pour aller à Freud, donc on a l'impression qu'on descend. Ouais. Donc, et déjà, ça prend de l'énergie. Hein. Et brusquement, puis lentement. Un roman. Pour écrire un roman, il te faut des visages, cueillir des visages. Tu ne peux écrire sans visage. Des visages. La seule raison pour chercher un café dans la jungle, un café plutôt rempli, tu y cueilles mieux tes visages. Tu te remplis de visages, puis tu repars. Tu pars te murer avec tes visages. Donc un écrivain serait un professionnel du visage. Il en a besoin pour faire œuvre. Ce sont les personnages qui donnent corps à l'œuvre, je pense. Mais le visage. Le visage... comme partie du personnage. Est-ce qu'il est primordial? C'est très subjectif. Moi, je pense que j'ai besoin de voir mon personnage. Quand je lis, c'est pour ça que j'aime bien Kundera, qui ne fait pas beaucoup de descriptions, mais tout de suite, je vois Chantal. Quand je lis l'identité, je vois Chantal, je vois Jean-Marc. Vous voyez, peu importe, quand je lis, je ne sais plus... La vie est ailleurs. La vie est ailleurs, ou l'immortalité, je vois Agnès. Je vois les personnages. Et il suffit, ce sont des petits détails. Comme écrivain, tu es très visuel et ce visuel frappe la bouille, quoi, le visage. Qu'est-ce que la personne envoie? Autant que je crois que c'est Barthes qui disait que lui, quand il pense en phrases. Et moi, je pense, quand j'écris, je pense en images, peu importe ce que ça vaut. Après, c'est au lecteur d'évaluer, mais je pense que je pense en images. J'écris en images, je vois l'image. Et je n'ai pas encore écrit de roman, je n'ai pas encore ça. Bon, il y a un aspect récit dans ça. Quand on écrit du théâtre, il y a un côté récit aussi. Mais j'ai besoin de voir le personnage. Et donc, d'où l'intérêt quand je suis quelque part. Donc, les visages, oui, ça m'intéresse. Il te faut ton Ce sont mes paysages. Ouais. La jupe de la rue, J. Lecœur. Jean Durozier des Rivières, voici un livre qu'il faut absolument lire. Alors, ce qu'on peut dire concernant ce bouquin, ce livre, même avant de passer à l'autre, c'est que c'est un livre qui a été édité en Belgique par Lanzmann, mais qui sera bientôt édité en Haïti. Donc, on va demander juste aux téléspectateurs de suivre l'actualité de ce livre. Petit temps de patience et vous aurez bientôt la jupe de la rue J. Lecœur. Mais aussi, tu t'autorises tes petites libertés, tu nous fais Magdala et marque déposée. Ça me fait penser à une Magdala que je connais. Alors là, on va essayer de jouer. Je vais faire la jeune fille, tu fais le garçon. On commence à quelle page? On commence à la page 17. D'accord. Regarde, petit frère. Il a la forme d'un cheval, celui-là. On dirait qu'il trotte pour aller retrouver le troupeau qui commence à se réunir au-dessus de la montagne, là-bas. Tu vois? Il commence à se transformer au fur et à mesure en un vrai troupeau, tout noir là-bas. Tu t'imagines? Il faisait tout beau tout à l'heure. Et maintenant, plus de soleil. Le troupeau dissimule tous les rayons. Ce sont des monstres. Ils te font peur? Moi, non. Mais ce sont des monstres. Ce sont de simples nuages qui en font à leur tête. Regarde un petit groupe de l'autre côté, on dirait des anges. Ils se dirigent tous vers le troupeau. Ce sont des monstres, ce ne sont pas des anges. Tu vois des monstres partout, toi. En tout cas, ce n'est pas un troupeau. C'est comme un gros ballon tout noir qui se gonfle le dos bien sale et qui va s'éclater et qui va nous embêter comme à chaque fois. Moi, je vois un troupeau. Parfois, ça ressemble à un troupeau de chevaux, tantôt à un troupeau de moutons. Parfois, je vois un cœur d'ange, parfois une couverture de laine. Une grosse couverture de laine mouillée, bien noire. D'accord, petit frère, on est enfin d'accord. Une grosse couverture de laine bien mouillée et bien noire. Mais ça peut changer, tu sais. Ça change tout le temps. Je sais que ça peut changer. Parce que la couverture de laine va devenir plus grande et plus grosse. Parce qu'il y a deux grandes mains invisibles qui vont tordre la couverture sans arrêt. Et ça va donner beaucoup de pluie qui vont gonfler la rivière. Et la rivière va devenir un monstre. Elle sera furieuse.
Et si la rivière est furieuse, les autres poules de Léon ont intérêt à s'éloigner de ses bords. Mais pourquoi tu parles des poules de Léon? Parce que la rivière a gobé plusieurs de ses poules la dernière fois. Je les ai vues, les pauvres bêtes. Ne parle plus de ça, petit frère. De quoi tu veux que je parle? De maman? J'ai pas vu maman dans l'eau. Je l'ai pas vu se débattre dans les courants. Mais j'ai vu les poules de Léon. C'était comique au début. J'ai beaucoup ri avec les copains. Il fallait voir ça. Comme elles se battaient avec leurs petites ailes et leurs petits pieds. Fragiles contre les flots. Après, je ne pouvais plus regarder ça. Je t'ai déjà dit que ça m'a pris à la gorge quand j'ai vu le tourbillon de l'eau avaler brusquement les pauvres bêtes. Leurs têtes ne sont pas ressorties de l'eau. Je l'ai vu, ça. Tu préfères les poules de Léon à maman? J'ai pas dit ça. Magdala et Marc Déposé, voici un petit bijou d'écriture signé Jean Durosier des Rivières. Mais quel rythme dans la démarche théâtrale, quelle intensité est cette Magdala et Marc Déposé. Magdala, ça t'est venu un prénom que tu connais, c'est le nom s'est imposé à toi. Si, dans ton laboratoire, comment le prénom s'est révélé à toi? Si, le prénom s'est imposé à moi. D'abord, j'ai pensé à Madeleine. Et alors, c'était une commande, ça, c'est sur l'eau, le débordement de l'eau. Et après, Magdala comme prénom, je me trouvais que c'est pas loin de Madeleine, avec l'idée de la Madeleine qui pleure, etc. Donc, l'idée de rivière, d'eau qui coule, etc. Donc, je trouvais que j'avais besoin de ça. Et puis, après, en faire un personnage, mais un personnage... Et puis, Gombaga, vous faites tout genre, vous traduit, pièce là tout, on page en créole, on page en français, quoi. Oui, on va dire, ce sont deux pièces très courtes et bilingues. Ouais. Donc, ça, c'est mon côté, on va dire, engagé. Ouais, tu voulais que ça soit aussi en créole. Jean Durosier des Rivières, mon questionnaire de Proust. Mais c'est important quand même que je signale, Jean, intention et invention chez Georges Castera fils. Ça, ils peuvent trouver ça en librairie. Ouais, ça, c'est disponible en librairie. Ça, c'est un travail universitaire, un travail académique sérieux que Jean a fait sur l'œuvre de Georges Castera. C'est un livre qui a été publié aux éditions de l'Université d'État d'Haïti. C'est un livre qu'il faut absolument lire pour comprendre l'un de nos meilleurs écrivains qui s'appelle Georges Castera fils. Mon questionnaire de Proust, mon cher Jean, quel est le principal trait de ton caractère? Téméraire, peut-être. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? La loyauté. Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme? C'est plus compliqué, ça. Il faut que je réfléchisse une seconde. Je n'ai pas trouvé tout de suite, mais bon. Ouais, tu peux passer. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? La disponibilité. Et quel est ton principal défaut, Jean Durosier des Rivières? Je pense que mon défaut, c'est en même temps ma qualité. C'est ce côté téméraire. Et quel serait ton plus grand malheur? Mon plus grand malheur. D'être au pouvoir, d'avoir du pouvoir. Je préfère être puissant. Et qu'est-ce que tu voudrais être à part ce que tu es maintenant dans la vie? Un papillon, peut-être. Quel est ton mot préféré? Ah Mon mot préféré. J'ai pensé à bonheur, mais j'aime bien le mot pétale. Et quel est le mot que tu détestes? Est-ce qu'il y a un mot que je déteste? Oui, forcément, il y en a plein en plus. Si, il y en a plein que je déteste. Ordure. Ouais, mais le mot est horrible aussi, hein. Ordure. Quand les gens se disent... Je dirais même fatra. Oui, fatra, c'est pas bien aussi. Hein. On va laisser cet univers insalubre. Alors, tu as des poètes préférés? Recommande-toi poète à mon public. Trois poètes, d'abord, je recommanderais Paul Éluard. Paul Éluard. Blaise Cendrars. Voilà, le fameux Laure. Et surtout Henri Michaud. Ouais. Qui est, pour l'instant, je pars toujours avec un poète avec moi sur le bras. Il y a un petit passage que tu m'avais lu. Est-ce que ça te ferait plaisir de lire ce passage rapidement pour nos téléspectatrices, nos téléspectateurs?
C'est le plus long ou le plus court? C'est toi qui décides, hein, c'est toi l'invité. L'homme qui sait se reposer le cou sur une ficelle tendue n'aura que faire des enseignements d'un philosophe qui a besoin d'un lit. L'homme qui sait se reposer le cou sur une ficelle tendue n'aura que faire des enseignements d'un philosophe qui a besoin d'un lit. Ça invite à méditer. Quel est le son, le bruit que tu détestes, Jean Durozier? Le bruit... un son ou un bruit que tu détestes particulièrement? Oui, je pense, mais tout dépend de l'espace, parce que je déteste le bruit du train, quand je suis à l'extérieur, bien entendu, du train. Et, oui, les rails de train, là. Et après, le bruit que je déteste aussi le plus, ça, je pense que peu importe l'espace, c'est ces chansons de rap qui ne veulent rien dire. Ouais. C'est pas que je n'aime pas le rap. Hein. Ouais. Je dis ces sons de rap ou de raga, je ne sais pas, qui ne veulent rien dire. Go, shawty. Bon, quelle est ta devise? Ma devise? Ouais, si tu en as une. Il y en a plusieurs. Il y en a un d'Épictète que j'aime beaucoup, mais il y en a deux peut-être que je vais citer. Et il y en a un parmi ces deux et qui sont très connus. La récompense d'une bonne action, c'est de l'avoir accomplie. Et l'autre, alors ça c'est d'Épictète aussi. Et l'autre qui est très connu, je crois, par certains, tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Ça c'est de Nicolas Poussin, le peintre. Quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Le métier que je n'aurais pas aimé faire, il y en a plein. Hein. Je ne me vois pas travailler assis constamment dans un bureau. Donc parmi ces métiers, donc... Tu ne veux pas être bureaucrate, quoi. Ouais, non. Tu as un juron préféré? Si j'ai un juron préféré? Je ne sais pas si un juron, mais je dis merde tout le temps. Je l'utilise à double... Tu le sais bien, on l'utilise à double sens. Mais oui. Parce qu'on s'énerve et merde pour dire autre chose. Mais je ne sais pas oui. si un juron, mais bon. Voilà. Et comment tu aimerais mourir? L'idéal serait Mais comme ça, c'est un fantasme. J'aurais aimé mourir comme certains qui ont déjà réussi cet exploit en faisant l'amour. Ce serait dommage pour ma partenaire. Ce serait dommage pour ma partenaire, mais ouais. Je trouve que c'est un jouissant, quoi. Oui, oui. Une mort jouissive. Ouais, voilà, une mort vraiment dans le bonheur. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? T'as perdu ton temps, mon pote. Et quel est ton état d'esprit? Alors, ton temps à t'occuper de moi, parce qu'il y en a plein qui ont passé leur temps. Attends, que Dieu te dise ça? Oui, tu as perdu ton temps à penser à moi, à l'idée de Dieu. Ah, ok. Quel est ton état d'esprit actuel? Mon état d'esprit actuel? Ouais. Très calme intérieurement, mais vraiment, vraiment calme intérieurement et avec un désir de jouir de la vie le plus grandement possible. Ouais. Il faut préciser rapidement, Jean, que tu es aussi un grand vagabond. Tu fais la France, Martinique, les États-Unis. Tu es un voyageur hein, au son pied poudré. Oui, un pied poudré, mais un pied poudré dans l'âme. Ça m'arrive par moments d'être sédentaire malgré moi, mais je suis vraiment un pied poudré. En tout cas, pour l'instant, tu es en Haïti. Je rappelle que j'ai avec moi sur ce plateau Intention et Invention chez Georges Castera Fils, étude de 6 compositions poétiques d'expression française publiées aux éditions de l'Université d'État d'Haïti. Un travail académique sérieux sur Georges Castera. J'ai Vis-à-vis de mes envers, suivi de Le poème de Grenoble. Voici donc la poésie de Jean Durozier qui est disponible en Haïti. J'ai Magdala et Marc déposé, de courtes petites pièces de théâtre à lire absolument, hein, mise en bouche carrément. Hein. Et bien entendu, La jupe de la rue J. Lecoeur qu'il faut absolument lire. Jean, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, c'est de tout cœur, c'était un plaisir. Gardons bonheur. On le garde. Mesdames et messieurs, le temps pour moi de remercier l'équipe technique qui me permet de vous apporter cette émission. C'est tout un establishment qui permet à cette émission d'arriver sur vos écrans. Vraiment, merci à tout le staff qui participe à la conception, à l'existence même de cette émission. Merci aux partenaires que nous avons et laissez-moi vous dire une chose. Si vous lisez, vous n'allez pas mourir. Je vous en donne la garantie. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres. Des livres et vous.